Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 46. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Messieurs, comment ça va? Comme d'hab. Pas trop tanné de pelleter, ça commence. On n'a pas eu tant que ça jusqu'à maintenant. C'est bon, Bon, c'est bon. C'est parfait. Ça amène un petit peu de magie du temps des fêtes pour parler de Ligue des champions en Europe qui tire à sa fin. En fait, la phase de groupe est terminée. La Ligue des champions de ce côté-ci de l'Atlantique, bien là, ça se précise un peu ce qui s'en vient pour l'Impact de Montréal. On va en parler, comme de quelques contrats à l'Impact qui ont été confirmés en vue de l'an prochain. Bref, quelques très belles minutes à passer ensemble au cours de la prochaine heure. 45 minutes, quelque chose comme ça. Commençons d'abord avec notre segment à domicile. Avec cette Ligue des champions CONCACAF, le tirage avait lieu plus tôt cette semaine. Est-ce que le tableau est favorable pour l'Impact de Montréal qui pourrait seulement rencontrer un club mexicain en demi-finale? Tous les autres sont dans la portion opposée du tableau, mais tu joues contre Saprissa, qui est une très bonne équipe du Costa Rica lors du premier tour. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire, le tirage est favorable pour l'Impact de Montréal. Ça y est, on est éliminé au premier tour. C'est fini. Non, mais... Jinx. Ça aurait pu être bien pire pour l'Impact. Donc Saprissa, que bon, je connais très peu, je ne vais pas faire semblant. C'est donc voilà, le club le plus titré au Costa Rica. J'ai pu regarder un petit peu, une belle ambiance, 23 000 supporters, etc. Et pour remettre en contexte, parce que j'ai eu l'occasion de préparer la description de match du Costa Rica, là, je parle de l'équipe nationale, au cours des dernières années, c'est pas compliqué. Tout le monde a été un fan de Saprissa, a été formé à Saprissa, a joué à Saprissa ou a coaché Saprissa. T'as deux gros clubs. T'as deux gros clubs au Costa Rica. T'as Alajuelense et t'as Saprissa qui depuis 30 ans met des internationaux partout. Ils ont explosé. Quand le Costa Rica est arrivé à la Coupe du Monde en 90, ils ont créé la surprise. Et quand tu dis partout, ça inclut la Norvège, le Danemark. Non, mais c'est ça. Ils sont partis en Italie. Ils sont partis. C'était le premier club qui a vraiment complètement envoyé des joueurs là-bas. Ceci dit, au tour suivant, c'est les Sounders de Seattle. Je sais qu'ils ont gagné la finale de MLS Cup, mais c'est pas Atlanta, c'est pas LAFC qui, eux, comme avec la plupart des clubs mexicains, sont de l'autre côté. Yeah. Écoute, tu regardes ça, là, puis je le sais qu'il faut être prudent, mais tu regardes ça, puis tu as le droit de rêver un peu. Ah, mais oui, parce qu'effectivement, le club mexicain, je pense que c'est les Tigres que l'Impact pourrait attraper en demi-finale. Mais bon, okay, là, on se projette. Mais effectivement, je veux dire, le club de Juan Venegas, d'ailleurs, un ancien de la maison, n'est pas non plus au niveau de Club América, de LAFC, de Léon, de Cruz Azul. Et l'Impact de Montréal a tout de même un bon tirage et la perspective que Seattle batte le club hondurien Olympia est quand même assez grande, et retrouver un club de MLS en quart de finale, le cas échéant, c'est encore une fois favorable pour l'Impact, sachant que des clubs de MLS, Seattle n'est pas non plus le pire à tirer. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, pour revenir à Saprissa, c'est probablement de tous le classique. Le classique d'Amérique centrale, tu vas là-bas, il y a une ambiance, il y a une méchante ambiance. Hein. C'est vraiment des clubs où tu sens que ça vibre dans le stade. Ouais, mais c'est un match aller. Tu as le luxe de jouer le match retour à la maison. Maintenant, on parle de... Il n'y a plus l'effet de surprise. On ne débarque plus là-bas. Tout est beau, tout est surprenant. On sait comment ça se passe au niveau climat. Même pour Thierry Henry. J'ai hâte de voir ça. Ouais, il l'a fait comme joueur. Il l'a fait comme joueur avec les Red Bulls. C'est vrai. Et puis, attends, Thierry Henry, excuse-moi, quand il était à Arsenal, il en a vécu pas mal. Hein? Oui, mais c'est pas la même chose. Aller, tu sais, des sacs d'urine en Amérique centrale que tu te fais garrocher par la tête, ça arrive pas tous les jours à Sellers Park, ça, là. D'accord. Bon, c'est pas la même, c'est pas le même décorum. Exact, on va l'appeler comme ça. Exact. Mais je pense que, tu vois, c'est ça aussi la culture d'un club. C'est qu'il y a des gens qui soient capables à l'intérieur de dire, hey, les gars, vous savez comment ça se passe là-bas? Je vais vous expliquer un petit peu. Ça, c'est le genre de petits trucs qu'il faut être capable de passer comme ça. Il n'y a pas besoin de faire une grande explication, mais de dire, faut être un peu blindé. Sid, je suis vraiment curieux de savoir, tu ferais quoi, toi, avec le match retour? Parce que le match aller, tu vas le jouer mi-février. Après, c'est soit le 25, le 26 ou le 27. Si je ne me trompe pas, février, que tu peux jouer les matchs, bref, mardi, mercredi ou jeudi, que tu peux jouer le match retour à domicile au Stade olympique. Sachant qu'on a décidé qu'on allait jouer notre premier match à domicile
en MLS au Stade olympique le 29, qui est ce samedi-là, c'est certain que tu ne peux pas jouer le jeudi. Ça, c'est impossible. Tu n'as pas assez de repos. Maintenant, le mercredi, le problème que tu as, c'est qu'à partir du moment où tu as 3 cm ou plus de neige sur le toit du stade, ça se peut que ce soit reporté au lendemain. Donc, tu jouerais le jeudi de toute façon. Deuxième problème, c'est que si tu joues le mardi, tu as le Canadien de Montréal en même temps. Tu fais quoi? Ta priorité serait où? Sachant que là tu as une fenêtre d'opportunité, Thierry Henry débarque, tu peux avoir l'attention de tout le monde si tu joues le mercredi, mais en même temps, tu joues un peu avec le feu d'un point de vue préparation, sachant que ça va être ton 2e et ton 3e match de la saison, 2e de Ligue des Champions et 1er de MLS. Tout à fait, tout à fait. Je pense déjà que personnellement, le Canadien n'est pas du tout un facteur de décision. Et pas un facteur, mais pour l'attention, c'est... Je pense que le club doit vraiment comme voir le côté sportif de la chose et se demander à quelle date sportivement ça fait plus de sens pour eux. Donc pour toi, c'est ça, mais c'est sûr que tu sacrifies une énorme portion de ton attention ce mardi soir-là. Là. Oui, c'est certain que il y a des conséquences, sûrement même à la billetterie, de toute façon. Et au-delà de ça, oui, d'un point de vue médiatique, on sait très bien, mais en même temps, je pense que l'Impact de Montréal doit prendre sa décision uniquement sur l'aspect sportif, de maximiser ses chances de se qualifier. Peut-être que un match, effectivement, comme j'ai pas pensé à la neige, c'est vrai qu'il y a Parce que sinon, le mercredi, c'est un no-brainer. Tu sais, le mercredi, ça donne assez de temps jusqu'au samedi, puis t'as pas de match du Canadien entre les deux. Le problème, c'est, mettons, ouais, non mais j'ai pas du tout pensé au facteur neige parce que pour moi c'était effectivement le match mercredi. Je me pose. Toi t'es comme un Américain du Texas en ce moment qui dit comment ça encore à Montréal ils repoussent des matchs qui sont en dedans. Non, mais c'est tous les ans dès qu'il y a un match sur ce stade. On a sauté l'année passée, Jean. On s'est donné un break cette année en 2019. Chaque fois qu'il y a un match dans ce stade, la question revient. Donc, effectivement, il faut se la poser. Et j'ai vécu, à l'époque où j'étais aux écoles de soccer, c'était pour le match de Beckham, si je ne me trompe pas, en 2012. Nous, on avait un gros événement dans la journée qui précédait le match. Le jour de, on avait des jeunes qui étaient sur le terrain pour des camps. Je vous dis, là, la préparation, tous les meetings dans la semaine qui précède le match, c'est l'enfer. Et là, je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit. C'est juste que les assurances fonctionnent de cette manière-là avec ce qui est arrivé au fil des ans avec le toit du stade. C'est tellement, mais tellement frileux. Ils ont un système qui prévoit la météo, mais juste pour au-dessus du stade. C'est à ce point-là qu'on est rendu précis parce qu'on sait que ça a des répercussions énormes, que ce soit d'un point de vue financier, sportif, de l'attention, parce que tu repousses au lendemain, tu le fais le mercredi, mettons. Là, tu te dis que tout est parfait, tu as le temps de te reposer, tu as l'attention de tout le monde le mercredi. Là, tu te retrouves au jeudi où tu n'as pas d'attention et sportivement, ça vient de plomber un peu ton début de saison MLS. Bref, j'ai franchement hâte de voir ça va avoir l'air de quoi cette histoire-là. Je parlais tout à l'heure de contrats qui ont été annoncés en vue de l'an prochain, précisés. Celui d'Anthony Jackson-Hamel, vous en pensez quoi? Pour remettre en contexte ceux qui auraient peut-être raté quelques petites infos au fil des dernières semaines, il y a une option qu'on avait déjà au contrat d'Anthony Jackson-Hamel. L'Impact a refusé d'exercer cette option-là en disant on est intéressé de poursuivre avec lui, par contre, pas avec les termes qui étaient prévus dans cette entente-là. Donc, on recommence à zéro. On a finalement trouvé un terrain d'entente la semaine dernière pour une saison 2020, plus encore là une année d'option en 2021. La première chose, c'est est-ce que c'était le bon choix pour lui, pas pour l'Impact? Parce que du côté de l'Impact, je pense que sachant ce que Maxi Urruti a fait l'année passée, sachant que tu as un nouveau coach alors que Rémi Garde ne croyait pas du tout à Anthony Jackson-Hamel, c'était son droit, mais là tu changes de coach, je comprends le club de parier sur lui, surtout sachant que tu payes probablement moins cher que ce qui était prévu à l'entente initiale. Maintenant, pour lui, bonne décision de rester? Dans les circonstances, oui, c'est une bonne décision de rester parce qu'il y a deux facteurs qui, selon moi, ont joué dans sa décision. C'est d'une part son état de santé. Il faut savoir qu'il est en convalescence en ce moment, donc c'est peut-être plus compliqué pour convaincre un club de prendre une option sur toi. Donc ça, je pense que d'un point de vue de Jackson-Hamel, je crois qu'il aurait été, disons, en pleine bourre et qu'il sortirait sur 3-4 matchs. Il serait dans la même situation que Clément Diop, on pourra faire un parallèle. Pas certain qu'il se fasse la même réflexion. Ensuite,
Nouveau coach, c'est sûr. Nouveau coach. Il reste pour Jackson Hamel beaucoup de stigmates de l'ère Rémi Garde. Du côté de Wilmer Cabrera, il n'était pas venu non plus pour tout changer. Donc, effectivement, si dans les circonstances actuelles, il a quand même de bonnes raisons de rester, d'essayer de se faire valoir auprès d'un nouveau staff. Mais tu m'aurais dit il y a... Allez, en septembre. Oui, pour moi, il était parti, Jackson Hamel. Comme il était parti. Il était parti en septembre, il était parti au mois de janvier l'année passée. Non, mais c'est un peu l'histoire des 18 derniers mois avec lui et l'Impact. Ouais, au moment de l'annonce, là, je crois que c'est Olivier Renard qui a dit, on en a discuté. Il sait ce qu'on attend de lui. Dans le communiqué, ça m'a marqué. Même chose que toi. Bon, donc il y a eu une discussion. Ouais. Et puis il y a comme un recadrage. Et c'est un recadrage qui ne doit pas se faire non plus dans le dos de Thierry Henry, qui doit être pas mal au courant aussi de la situation. C'est clair. Donc, à mon avis, il y a, je ne vais pas dire des garanties, mais il doit avoir compris, parce qu'il n'est plus tout jeune non plus. Il y a quoi non, il était rendu c'est un 93, fait qu'il est rendu à 26, il va avoir 27 l'année prochaine. Donc là, c'est le moment où il doit avoir pas mal plus de temps de jeu qu'il n'a eu saison après saison. Les gars, soyons honnêtes, là, si ça plante cette année, là, c'est compliqué pour la suite, que ce soit ici ou ailleurs. C'est très compliqué. Le problème avec lui, c'est que, oui, effectivement, il y a son état de santé, comme tu dis, tout à fait, mais qu'en plus, qu'est-ce qu'il a eu comme temps de jeu pour faire sa promotion, pour être capable de se vendre ailleurs? Il n'y en a pas eu beaucoup. Ceci dit, là, tu lui donnes une année de contrat, une seule. Moi, je trouve que ça, c'est très bien parce que ça met de la pression des deux bords. Si Thierry Henry le veut pour l'année d'après, il doit l'utiliser. Oui, parce que sinon, lui, il peut se dire, regarde, tu sais quoi, moi, je laisse faire parce que c'est pas une place où j'aurai un jour ou l'autre du temps de jeu. Mais ça met de la pression sur lui pour s'assurer de bien faire les choses aussi, parce que après, tu sais, c'est dramatique un peu, mais ta carrière peut être terminée, là. Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est pour ça que j'étais un peu quand même mitigé. Je comprends pourquoi il reste, mais en même temps, je pense que c'était aussi l'année... Et là, tu parles de lui? Oui, je parle pour quitter? Oui, c'est l'année pour quitter, parce que justement, il se met quand même dans cette situation-là on réussit ou c'est un bust? Mais tu sais quoi? Moi, j'entre un autre élément et j'ai pas du tout d'infos. J'ai parlé à personne par rapport à ça. Par contre, je suis capable d'observer. T'es le king d'Instagram, Sid, fait que tu vas l'avoir vu passer toi aussi. Il y a des entreprises là où Anthony Jackson Hamel semble avoir investi au cours des derniers mois dans la région de Montréal. Je ne sais pas si c'est un endroit ou des endroits différents. Et là, si ton attention est là-dessus, tu n'as pas le goût d'aller partir ailleurs. Si on te dit que tu vas probablement avoir ta chance pour avoir des minutes à Montréal, tu te dis, là, j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai une nouvelle chance d'un point de vue sportif avec un coach qui va peut-être plus croire en moi, et je peux rester ici pour m'occuper de mes affaires côté entrepreneurial. Ça, j'ai aucun problème avec ça, et tu sais quoi, c'est une plus-value pour le club, parce qu'il est déjà installé ici, il y a des attaches qui vont au-delà de son attachement pour l'Impact de Montréal. Ceci dit, faut pas que ça devienne une distraction. Parce que ça, c'est l'envers de la médaille. Tu peux te retrouver à dire, moi, je reste, puis peu importe ce qui arrive sur le terrain, de toute façon, j'empoche mon dernier chèque et je me concentre à investir cet argent-là dans les entreprises que je veux lancer. Ça, c'est un jeu dangereux pour tout le monde, parce que je reviens au fait que ça peut être ta dernière saison chez les pros, full stop, et aussi pour l'Impact, tu peux avoir un gars qui est entre deux chaises, qui n'est pas 100% focus sur son travail en MLS, mais qui est aussi concentré sur développer son après-carrière dans le monde de l'entreprise. Et je le répète, moi, j'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où tu choisis bien tes temps de l'année pour faire un et pour faire l'autre. Mais comme on dit, parce qu'en fait, au bout du compte, c'est le résumé de la discussion là, la balle est pas mal dans son camp. Hein, et c'est ce qui est attendu maintenant de lui. Et là, ça fait une couple de fois qu'elle revient, cette balle-là. Là. Voilà, ça peut pas être tout le monde. Il a une autre chance. Il a la chance d'évoluer dans un environnement club et environnement général qui est plutôt favorable. Personne n'a n'a rien contre lui particulièrement. Quand il va arriver sur le terrain, il va être bien reçu. Les gens, je suis persuadé, sont patients, savent que l'année dernière n'a pas été une bonne saison pour qu'il s'exprime complètement. C'est clair. Donc,
il a cette possibilité-là. Dernier commentaire là-dessus, Sid? Oui, peut-être 2 commentaires. Au niveau de ça, pour moi, c'est un gros risque de l'année de trop parce qu'il y a la pré-carrière et je pense qu'on l'a vu aussi avec Vandril Lefebvre. Comme il y a un moment donné où il faut se poser la question est-ce qu'on veut continuer au niveau pro et à ce moment-ci prendre des risques et sortir d'une certaine zone de confort ou bien effectivement dans un environnement qu'on maîtrise parfaitement et dans lequel on voit cette après-carrière-là. Bon, on fait peut-être l'année de trop comme à Montréal, comme Vandril. Ça, c'est quelque chose que je peux craindre. Puis autre chose, c'est qu'au niveau des attentes sportives, entre Taider qui a marqué 9 buts et Urruti 4, qu'est-ce que serait une bonne saison pour Jackson Hamel? J'ai aussi peut-être pas une crainte, mais je me suis encore en train de me demander comment on percevrait une bonne saison d'Anthony. Est-ce que ce serait genre comme qu'il avait marqué 12-15 buts? Mais c'est une bonne question. 12-15, c'est une saison phénoménale. Exactement, mortel, mais s'il reste à 7 buts, par exemple, est-ce que ce serait considéré comme une bonne saison? Je me demande. S'il gagne 150 000, moi je te dis oui tout de suite. Intéressant. Donc, comme Urruti a 4 buts, 1,1 million. Fais le calcul. Il rentre combien d'un 150 000 dans 1,1? Mais le calcul est très bon, mais c'est plus une question d'attente slash perception sur lequel parfois j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu un double standard au niveau des joueurs locaux. Je pense que j'ai pas peur de le dire. Et on attend des choses de ces joueurs-là qu'on n'attend pas forcément des joueurs étrangers de manière générale. Et sur ça aussi, j'aimerais peut-être que je poserai la question à nos auditeurs sur Twitter. C'est combien de buts pour vous considérez? C'est quoi le seuil minimum? Quel temps de jeu d'abord? C'est ça. Ça dépend combien de temps que tu as. Parce que si tu avais demandé 6 ou 7 buts à Jackson Hamel la saison dernière, là, c'est une joke, là, parce que tu t'acharnais tout le temps avec Maxi Urruti. Maintenant, si tu avais pris les moments où Urruti était pas bon dans un match, puis il y en a eu quelques-uns, même pas pour l'enlever du 11 de départ, mais juste pour au moins donner 20-30 minutes à Jackson Hamel en fin de match, il y en a eu combien des buts cette année, Jackson? Il y en a eu 3. Il est à 6. Comme ça. Yeah. C'est vrai. Puis tu sais quoi? Puis je pense que Maxi Urruti est probablement à 8. Parce qu'il arrête de traîner 14 pianos de pression sur ses épaules. C'est possible aussi. Donc, moi, tu me dis 6 ou 7. Si on a réduit un peu son salaire ou on garde le même salaire qui était à quoi? 175 à peu près? Demande au coach. Va voir Peter Vermes. Demande-y 6 ou 7 buts pour 175 000. Tu dirais-tu oui ou non? Pas mal certain que Captain America, il te dit oui. On termine notre bloc à domicile, les gars, avec un autre contrat qui a été confirmé. Tiens, modus operandi 2020. Voici comment ça fonctionne sous l'ère Olivier Renard. Tu donnes un contrat pour 2020, puis on checkera ça en 2021. C'est pas mal ce qu'on a décidé de faire. D'abord, je voudrais votre opinion là-dessus. Est-ce que vous aimez cette approche-là? Clément Diop a ce contrat-là. Anthony Jackson Hamel a ce contrat-là aussi. Il y a Boyan qu'il faut rentrer dans cette équation. Complètement différent comme contexte, mais il est quand même sous contrat pour l'année prochaine. Et après, on tombe encore dans des options qui seraient probablement très importantes parce qu'il deviendrait joueur désigné. Mais est-ce que vous aimeriez voir un petit peu plus de planification à long terme, sachant que Thierry Henry arrive? Ou au contraire, vous vous dites, tu sais quoi, on va pas faire les erreurs de Rudy Camacho, puis là, c'est le pire des cas, là, donner 4 ans de contrat à un gars à la première année d'un nouvel entraîneur, puis là, tu te demandes pas longtemps après, c'était-tu la meilleure idée? Qu'est-ce que vous pensez de ce type de contrat-là? Ça a du sens. C'est un nouveau directeur sportif, un nouvel entraîneur qui arrive avec un effectif sur lequel ils n'ont aucune prise. Ils n'ont eu aucune prise au niveau de la décision. Et il est normal qu'ils se donnent une certaine marge de mouvement et qui passe par des contrats à court terme et la possibilité de réévaluer ensuite. Parce qu'il n'y a rien qui empêche. Mettons, là. Parce que Clément Diop, d'abord, c'est-tu la fin pour Evan Bush? Non. Non. Evan Bush reste toute la saison prochaine? Oui, toute la saison prochaine? À moins qu'il Clément Diop reste toute la saison prochaine. Clément Diop, là, il va casser des choses au centre Nutrilait s'il ne joue pas l'an prochain. Non, mais la question pour Anthony, j'aurais limite aimé avoir pour Clément Diop, parce que moi, personnellement, je ne comprends pas du tout son choix de rester, à moins qu'il ait eu des garanties. Moi, je lui ai parlé samedi dernier à la radio. Puis, je lui ai demandé clairement, est-ce que, avec les informations que tu as, toi, en ce moment, tu t'en vas au camp en te disant que la place de numéro 1 est à prendre en fonction de vos performances? Et il a dit oui, contrairement aux 2 dernières saisons que j'ai passées à l'Impact. Là, c'est pas le même discours à quelque part, là. C'est certain. En tout cas, il part de la même ligne de départ et ça, c'est quelque chose qui est positif. Si c'est le cas, tu pars de la même ligne de départ, sachant que toi, tu étais derrière la ligne de départ
avec 4 ou 5 matchs à faire l'an dernier, puis Evan Bush était devant. Fait que là, t'en as un qui est en train de reculer pour arriver au même point, puis l'autre qui avance. Il y en a un qui a du momentum, puis c'est pas Evan Bush. Certains. Mais j'ai l'impression que les performances de Clément Diop ont prouvé qu'il aurait pu avoir un poste de numéro 1 ailleurs, pas forcément dans les plus gros clubs de la Ligue, et c'est pour ça que je suis quand même surpris qu'il se remette dans une position de concurrence. Il est gardien, il serait un joueur de champ, pas de problème, mais en tant que gardien, j'aurais estimé que... mais encore là, un an, tu es obligé, si tu veux avoir une décision à prendre après, parce que Clément Diop, lui, il peut dire, tu arrives à la fin de l'année, je retourne en Europe. Aussi, c'est vrai que... Donc, ça lui donne un pouvoir qui est supplémentaire par rapport aux autres joueurs américains, par exemple, parce que lui, il a déjà la possibilité de jouer en Europe sans que ça devienne compliqué. L'autre truc, c'est qu'il a sa green card, donc il n'est pas un problème pour les autres clubs ici. Donc, tu te retrouves avec un contrat d'1 an. Tu es obligé, si tu es Thierry Henry, si tu es Olivier Renard, si tu veux des réponses pour pouvoir exercer son option de 2021 sans qu'il bougonne, tu es obligé de l'avoir fait jouer. Tu dois le faire jouer. Et de l'autre côté, ça donne 1 an aussi pour le dégager. Si tu décides que c'est Evan Bush, tu dis, regarde, on t'échange ou on te laisse partir à la fin de la saison. That's it. Mais moi, je serais vraiment curieux. Tu n'as pas protégé Evan Bush pour le repêchage d'expansion. Là, tu signes un nouveau contrat pour un gars qui a clairement dit qu'il y avait juste une condition pour vouloir revenir avec enthousiasme, c'était d'avoir la possibilité de prendre du temps de jeu. Et là, mais il peut pas arriver, il peut pas vraiment arriver en disant je veux être numéro 1, il y a quelqu'un qui est numéro 1 indiscutable depuis 6 ans. Mais donc Clément Diop, non, mais Clément Diop, tu y parles, Jean, là, pour avoir discuté avec lui. Qu'il soit dans sa tête, que ce soit clair, ça, je suis totalement... C'est logique, c'est normal. Je pense que c'est dans sa tête. Tu peux pas avoir ce discours-là partout en disant... Si Evan Bush est sur le banc lors du premier match contre Saprissa au Costa Rica, est-ce que Evan Bush reste la saison au complet? J'ai du mal à penser que Evan Bush va partir. D'ailleurs, si Evan Bush est encore là, ce serait plus la question que je me poserais. Mais si Evan Bush est présent dans l'effectif au niveau contre Deportivo Saprissa, je crois qu'il fait l'année. Fascinant. Un autre dossier à mettre en dessous de celui de Nacho Piatti. Je pense que c'est directement là qu'on va le mettre. Messieurs, le temps file, donc on va se déplacer vers notre segment en temps additionnel. Vos constats sur la phase de groupe en Ligue des Champions qui a pris fin avec, entre autres, l'Inter. L'Inter qui va très bien en championnat en Italie, mais qui est éliminé. Ça faisait partie des groupes où il y avait clairement pas de marge entre ouais, mais si tu avais dit à l'Inter, tu vas jouer contre le Barça ton dernier match, avec un Barça qui fait tourner son effectif, je pense que les gens à l'Inter, ils auraient signé pour ça, non? Certainement, à part que il y a des points perdus en route, il y a des points perdus contre Prague, il y a eu des... Ouais, c'est là où tu l'échappes. Un peu, ouais. Mais même contre Barça au Camp Nou, je pense que... Et contre Dortmund aussi, je pense qu'ils ont fait des mi-temps de niveau exceptionnel, mais qu'ils n'ont pas à chaque fois su aller jusqu'au bout des 90, donc... c'est pas si c'est décevant parce que je trouve justement qu'au niveau de jeu de l'Inter est vraiment de qualité, mais en même temps voilà, l'expérience barcelonaise et même celle de Dortmund a finalement fait la différence. Il y a ça, il y a le fait de se retrouver dans une formidable position en Serie A qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et c'est quand même un objectif monumental. Hein, avec une équipe de la Juve qui bat de l'aile un peu. Voilà, l'idée, le concept de déboulonner la Juventus, et pas simplement sur une saison, mais peut-être d'amener à nouveau une vraie... compétitivité en Serie A, c'est quand même énorme, et c'est probablement, je dirais, un des objectifs contractuels. En tout cas, une des raisons pour lesquelles Conte est là. C'est clair. Je vous descends, les gars, les équipes qui sont qualifiées pour le prochain tour avec celle qui est déversée en Ligue Europa. Au bout de cette liste-là, j'aimerais avoir vos réactions s'il y a quelques petits trucs qui attirent votre attention plus particulièrement. Dans le groupe A, Paris et le Real Madrid sont qualifiés. C'est Bruges qui passe en Ligue Europa. Maintenant, le Bayern et Tottenham sortent du groupe B. Olympiakos est en Ligue Europa. City et Atalanta sont les deux premières équipes du groupe C. C'est le Shakhtar qui s'en va dans l'autre compétition. La Juve et l'Atlético survivent à la phase de groupe. Leverkusen déversé en Ligue Europa. Liverpool, Naples avec Salzbourg qui avait connu un bon début de campagne.
les troupes de Jesse Marsh qui, elles, s'en vont en Ligue Europa. Barça, Dortmund qualifié. L'Inter l'est pas. Leipzig avec Lyon dans le groupe G sont qualifiés pour le prochain tour, la ronde des 16 au mois de février. Benfica, Europa. Valence, Chelsea de Frank Lampard et l'Ajax Amsterdam, qui avait connu un parcours phénoménal l'an dernier, qui a perdu plusieurs joueurs évidemment, mais qui se retrouve en Ligue Europa. Qu'est-ce qui retient votre attention? L'Ajax, je pense que beaucoup de personnes pleuraient avant le début de la compétition parce que l'Ajax a dû faire un match de barrage, et tout le monde trouvait ça scandaleux après le parcours qu'ils ont eu. Mais en même temps, oui, c'est aussi la réalité de la Ligue hollandaise et puis l'Ajax qui, la difficulté pour des clubs de ce pas standing, je sais pas, j'arrive pas à trouver le bon expression. Non, mais c'est des habitudes, c'est parce qu'on parle de l'Inter. L'Inter, c'est un grand club, mais ils sont pas habitués de jouer à fond sur deux fronts comme ça depuis un bon moment maintenant. Et je pense que l'Ajax, ça tombe là-dedans. T'es pas en train de critiquer la nature du club. C'est un club légendaire, l'Ajax. Mais cette génération-là, qui était tellement jeune, c'est pas vrai qu'ils ont 15 ans d'expérience derrière la cravate de Ligue des champions, championnat. Ligue des champions, championnat. Quand t'arrives après le temps des fêtes, c'est usant. Puis à un moment donné, tu perds le Nord dans une des deux compétitions. Ils ont gardé le Nord en Ligue des champions. Ça a été plus compliqué en championnat. Ouais, c'est ça. Puis j'en complète un peu une remise en question un peu de leur jeu. Je pense mener 4-1 contre Chelsea, se faire reprendre 4-4. Je comprends la philosophie de leur jeu, mais pour moi, c'est le symbole. Il est là. Ils sont quand même en tête du groupe, je pense, à la dernière journée. Et puis se faire finir en Europa League. Donc ça. Donc, je sais pas. Parce qu'ils avaient joué Lille. C'est le même problème de l'Ajax depuis toujours. C'est qu'ils forment. C'est pas un club qui roule sur l'or et c'est pas un club qui évolue dans une ligue qui va générer des tonnes d'argent, en particulier en droit télé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc un club qui est continuellement en renouvellement et qui doit se battre au niveau domestique pour être le meilleur, parce que sinon, effectivement, s'ils ne sont pas meilleurs, leur marge de manœuvre est encore plus réduite, parce qu'ils doivent faire, soit ils vont très vite en Europa League, soit ils doivent faire 3 tours de qualification s'ils sont vice-champions. S'ils sont champions, avec un peu de chance, parce que la Ligue néerlandaise est à tel niveau dans le classement UEFA, ils vont faire un tour de qualification. Mais donc, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Très compliqué. Et on revient encore, c'est compliqué pour des gars qui n'ont pas, pour la plupart, 10 ans d'expérience derrière la cravate. Il y a un truc dont tu parlais de un petit peu la vue qu'on a là sur la fin des groupes. On va avoir une belle Europa League. Parce que regarde qui on dit ça tous les ans quand on arrive de l'autre côté. Mais il y a un truc qui m'a marqué il y a 2 semaines de la phase de groupe, de la journée précédente. Ouais. C'est à Bruges. C'est Bruges-Galatasaray où Bruges est mené. Ils égalisent dans le temps additionnel et il y a 2 gars expulsés. 2 gars qui avaient pris un jaune plus tôt dans le match et qui vont célébrer, ils sont complètement fous. Mais c'est parce que cette égalisation-là leur permet de terminer devant Gala. Et donc d'être sûr de faire l'Europa. C'est pas mal beau à voir. Se dire, voilà, c'est ça, c'est que les gars, ils savent que, ils passent l'hiver. Oui, mais ça, tu reviens à ce que tu disais par rapport au championnat néerlandais. C'est pour un club belge aussi. C'est ça. C'est que, ça me fait une transition sur le fait que je pense que c'est la première fois qu'il y a juste 5 championnats qui sont représentés dans la phase finale. Et donc, les 5, on vous laisse les deviner. Et je pense quand même que peut-être que ce serait peut-être une tendance. C'est sûr que la rente entre la France et le Portugal, l'écart n'est pas si grand, mais c'est peut-être une vraie tendance sur laquelle on va de plus en plus aller sur cette notion Portugal, des 5 grands championnats. Pays-Bas, Russie, ça fait dur. Turquie, ça fait dur. Et déjà, tu sais que la France, quand tu parles de 5 ans, c'est 4 plus un club. C'est 4 plus le PSG. T'as Lyon quand même qui est qualifié aussi côté français, mais non, mais de pas dire que la Ligue 1 est au niveau des 4 autres, c'est certain. Ouais, mais reste encore à voir si la ronde des 16, on va réussir à la passer du côté du PSG, mais ça, on a le temps d'y revenir. Et pourquoi ils ont... c'est juste une légère embûche. Une vieille blague sur d'autres clubs, mais pourquoi les dirigeants parisiens ont les mains lisses? Vas-y. Cette année, c'est la bonne. Pardonne, de cette année, c'est la bonne ou peut-être pas.
Manchester City, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à quoi, là? 14 points de Liverpool en ce moment, si je ne me trompe pas. Pep Guardiola, je parlais tout à l'heure de perdre le Nord. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est la pression de jouer contre Manchester United à un bien mauvais moment au final? Parce que City a perdu le derby de Manchester la semaine passée, alors que peut-être qu'affronter une équipe sans le contexte aussi chaud que celui du derby de Manchester les aurait peut-être un peu mieux servis. En face, moi, je pense qu'on aurait été moins remonté, en tout cas, pour les battre. Comment vous interprétez tout ça? Ouais, c'est drôle parce que quand même la semaine passée, moi je disais que Solskjaer était en danger avec la double confrontation de Tottenham. Ça y achète combien de temps, ça, tu penses, ce match-là? Beaucoup. Un paquet. Ça y achète, en plus, il est 3 mois juste pour qu'on n'en parle pas de son congédiement. Non, mais au moins ça. En plus, de toute façon, il n'était pas en Ligue des Champions, donc il n'y avait pas le coup près de la phase de groupe. Je veux dire, comme, au moins jusqu'au mois de février, il n'y a aucune raison nécessairement de remettre en question. Peut-être, je dirais même peut-être, non, même pas, parce qu'à la fin de l'année, je vois pas, il faudrait le laisser aller chercher la 4e place. Mais du côté de City, il y a quand même une cascade de blessures qui explique beaucoup de choses dans un club qui investit énormément, qui devrait avoir la profondeur, mais c'est aussi plate que c'est un club qui a été assez fragile pour certaines positions. Et vu l'exigence dans le jeu de Pep Guardiola, quand même, les blessures affectent la capacité aux remplaçants d'exécuter les mêmes plans de jeu, parce que là où quand même Guardiola peut-être devrait aussi se remettre un petit peu en question, c'est une forme d'inflexibilité. On ne peut pas demander la même chose à tout le monde. Et Guardiola, oui, il le fait. Derrière aussi un rythme infernal imposé par Liverpool, mais aussi, même aussi Leicester aussi. Mais Liverpool est sur un rythme... Là, Leicester, mettons là, que City perd en fin de semaine. Leicester est la seule équipe qui peut rattraper. Là, ils vont être rendus à 17 points d'écart. Ouais. Leicester est la seule équipe qui peut rattraper. Environ 9 points, je pense, Leicester. Ils sont à une dizaine, là, quelque chose comme ça. Mais oui, juste en dessous de la... Ouais. Mais on est d'accord là-dessus là, que la semaine prochaine, si Liverpool gagne, c'est pas mal l'impression que ça donne. 17, tu peux pas rattraper ça en ce moment. C'est pas mal l'impression que ça donne, parce qu'on a vu dans le passé, même d'ailleurs entre City et Liverpool l'année dernière, à Noël, City avait un retard assez conséquent, et puis c'est là qu'il y a eu une défaite début janvier à Newcastle. Et là, regarde, c'est pas possible, c'est fini. Bon, et ce qui se passe, c'est qu'il y a le match contre Liverpool juste 2-3 semaines après. Mais après cette défaite contre Newcastle, qu'est-ce qu'il faut? Ils enlignent 14 victoires de suite. Ouais. Et puis, ils battent tous les records, d'ailleurs, la saison dernière. C'est pas la même chose, non, c'est sûr, c'est pas la même chose cette année, parce que clairement, oui, ça fonctionne pas aussi bien que sur les 2 dernières saisons. Oui, il y a des blessures. Ça, totalement d'accord, en particulier en défense centrale. Et oui, il y a eu un gros hiatus dans le recrutement en défense centrale que personne n'arrive à comprendre. Que tu te retrouves avec Kompany qui prend sa retraite, qui n'est pas vraiment remplacé, Otamendi qui a une utilité, et que tu te retrouves avec Laporte, Stones... Que Laporte soit blessé, que Stones n'a jamais eu totalement la confiance de Guardiola et que donc il doit fabriquer avec Fernandinho des défense centrale, c'est bizarre. C'est très bizarre. Liverpool a 46 points en ce moment. Leicester est deuxième avec 38, donc 8 points de retard. C'est 32 points pour Manchester City qui en a 14 et 17. Entre la première et la 4e place, c'est 17 points avec Chelsea qui est 4e. 24 points pour United qui est à des années-lumière en ce moment du sommet, mais pourtant en 5e place. Liverpool, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, là, c'est extraordinaire. Est-ce que Pep Guardiola, s'il n'arrive pas à reconduire son titre, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il va choisir de partir ailleurs? Ou est-ce qu'au contraire, parce qu'on parlait de cycle la semaine dernière, Pep Guardiola commence pas mal à être arrivé au bout de ce qu'il fait d'habitude dans un club, là, en termes de temps passé dans une même maison. Est-ce que tu décides de partir ailleurs ou est-ce qu'au contraire, tu te dis non, on est proche, c'est juste Liverpool qui est en train de connaître une passe phénoménale? C'est pas le championnat qui est l'élément de réponse, c'est la Ligue des Champions. C'est la question, si en février ils sont éliminés ou en avril ils sont éliminés... Mais tu gagnes la Champions League. Mais là, on se pose la question. Mais si en juin, c'est eux qui soulèvent le trophée aux grandes oreilles, il n'y a aucune question qui se pose. Genre, on peut laisser le championnat à Liverpool, ça fait bien 25 ans en Première Ligue qu'ils l'ont pas gagné, le championnat. Donc, 30. Bon, ben voilà, donc ce sera... Voilà, je salue tous mes chums
fan de Liverpool. Mais non, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions, c'est le seul indicateur pour Guardiola. Et peut-être même, effectivement, même en cas de victoire, là où je te rejoins, en cas de victoire, il est possible même qu'ils se disent, bah, écoute, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici, et genre comme je me donne un autre challenge. T'as quelque chose contre tes grandes oreilles? Scénario. Mais bon, c'est vrai que Guardiola a jamais, même à Barcelone, tu vois qu'il a jamais non plus travaillé avec un effectif super large. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé à Barcelone? C'est qu'à un moment, il y a eu une usure. Il y a eu une usure. Je pense que le style de jeu qu'il demande, tu dis, c'est un perfectionniste. Il fabrique des Formule 1. Et comme dans toutes les Formule 1, dès qu'il y a une petite pièce qui commence à user, bah, toute la voiture part en sucette. Et bon, bah, c'est certain que là, on sent qu'il y a une certaine usure, qu'ils sont moins incisifs, moins mordants. L'année dernière, 5-0, 7-0, et puis... Il y a la fin aussi. Il y a la fin. Et ce que tu viens de dire, Sid, c'est intéressant. Peut-être que ta fin s'est transposée vers quelque chose de plus précis, qui est la Ligue des Champions maintenant. Complètement. Parce qu'avoir faim en Premier League, là, on a fait le tour. On a battu tous les records en 2 saisons. Et c'est lourd aussi. Là. C'est un grind exceptionnel. La Premier League, de semaine en semaine, la pression que tu as dans les médias, alors que peut-être qu'en ce moment, tu te dis quelques semaines, là, dans ce cas-ci, quelques mois avant que ça reprenne en février, entre chaque match, tu es capable de te préparer un peu plus sereinement. Tu ne veux pas être largué parce que là, à un moment donné, tu vas être en danger de peut-être même pas faire la Champions League l'année prochaine. Ça, c'est un autre dossier. Regarde derrière toi. Non, mais c'est vrai. Puis on l'a vu à l'inverse avec Liverpool. Hein. Liverpool aurait pu être le Chelsea de cette... Il y a juste Chelsea qui avait gagné la Ligue des Champions et passé à la trappe l'année suivante. Liverpool, ça s'est joué non plus à pas grand-chose. Et peut-être qu'il y a ce côté-là que, bon, on l'a gagné, la Ligue des Champions. Maintenant, on est à fond dans le championnat. On est quand même supérieur à Naples, Salzbourg, etc. Mais ils sont quand même passés proches, les Liverpool. Thomas Villeneuve est l'expert des questions sur les entraîneurs parce que c'est lui, la semaine passée, qui nous en a posé une sur Ole Gunnar Solskjaer. Je pense que Thomas a eu sa réponse un peu comme toi, Sid, la semaine dernière, avec une victoire contre City. On va lui donner un break un petit peu pour remettre en question son poste à la tête de Manchester United. La question est sur Carlo Ancelotti maintenant pour Thomas. Trouvez-vous que son congédiement à Ancelotti était justifié et selon vous, où va-t-il rebondir? Ancelotti à Arsenal? Non? C'est pas fou. Freddie Ljungberg. Il est tellement beau gosse. Mais oui, effectivement, comme pour la deuxième partie de la question, c'est vrai que c'est plus Arsenal que je voyais en tête. D'ailleurs, les dirigeants Arsenal ont demandé à le rencontrer. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, justifier, ça dépend de quelle perspective. À partir du moment où Naples a sécurisé, je pense que c'est environ 22 millions qu'on gagne à la qualification au deuxième tour. Puis après, il y a des bonus de victoire. Mais à partir du moment où Naples a sécurisé cet argent, ils se sont dit, OK, c'est bon, on peut s'en débarrasser d'Ancelotti. Donc, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus parce qu'une fois qu'il a qualifié son équipe, ben, il a donné la latitude à son club de pouvoir le licencier, sachant que 2 jours avant, il disait que lui, il n'allait pas démissionner. Donc, justifier... Je sais pas, comme je pense que oui, du côté de Naples, c'est Scudetto qui compte, et puis la qualification avec des champions est assez anecdotique. Donc, à ce moment-là, oui. Ils étaient sur une très mauvaise série en Serie A. De Laurentiis, le président, a quand même aussi un fusible assez court. Non, mais c'est clairement pas le genre de situation qu'il aime. Ça a surpris. Ça a surpris complètement parce que c'est vrai que tu dis un club qui assure comme ça. Il y avait un rendez-vous qui était prévu pour discuter avec le président justement mercredi après le match de Ligue des Champions. Ancelotti, je suis pas sûr qu'il s'attendait à cette décision-là. En tout cas, au moment où ça a été mis en place, où le rendez-vous a été pris, c'était plus pour se dire c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Voilà. On fait le bilan après la Ligue des Champions, on voit où on en est. Bon, qualification, voilà, tu te dis... Quand même intéressant. Il y en a qui font des bilans après un tiers de saison, puis il y en a qui font juste... C'est ce qui s'est passé avec Mourinho l'an dernier. Où les meilleurs joueurs se pointent pas. C'est ce qui s'est passé avec Mourinho. Il n'y a pas de coach pour en parler. Au sens où la décision qui traînait, a été prise très vite après la phase de groupe. Ouais. C'est ce que Sid renotait d'ailleurs. Éric Cloutier, maintenant, nous demande un petit avant-goût de la ronde des 16 avant le tirage de lundi. On devrait assister à quelques bons duels. Qu'est-ce que vous aimeriez voir là, sur le prochain tour?
Très bonne question. Je pense que déjà, en prochain tour qui symbolise quand même que les premiers chapeaux et deuxième chapeaux, je reviens dessus. Je pense c'est important de préciser à chaque fois. 13 sur 16, je pense que c'est peut-être Lyon, Lyon-Donetsk, je sais pas, qui brouillent un peu les cartes. Donc on aura toujours des très très bons duels. Après, moi, ce qui me dérange, je parle encore de procédure, mais ce qui me dérange, c'est que c'est pas un tirage au sort intégral. Donc je m'explique, les équipes des mêmes championnats ne peuvent pas se rencontrer en 16e de finale. Pour moi, ça gâche. Je peux comprendre seulement à partir des quarts de finale, on mais peut je pense que ça devrait. Genre, à partir du moment où il y a 4 clubs anglais ou 3 clubs, etc. Je pense que voilà, donc, on devrait avoir la contrainte de ne pas rencontrer le club de son groupe, ok, mais ensuite le tirage au sort, selon moi, devrait être intégral. Mais tiens, allons plus loin là-dessus. Est-ce que ça pourrait être une règle qui est hybride dans le sens où, à partir du moment où tu as 2 clubs d'un même championnat, tu peux pas te rencontrer, mais si tu en as 3 ou 4, ben là, à ce moment-là, la règle à saute, est-ce que ça pourrait se faire? Pourquoi pas? Ouais, mais oui, ou est-ce que ce serait trop un désavantage? Puis là, je vous prends un brûle pour point, mais... Mais je pense qu'à la... Non, ça aurait du sens. Parce que ce que tu veux, c'est faire la promotion de plus de championnats possible, right? Puis pour la Champions League, soyons honnêtes, tu vas aller chercher des droits de télé aussi dans plus de... Parce que là, si tu es en train de te cannibaliser, c'est là où tu as un problème. Donc, tu veux garder le plus de portes ouvertes. Quand tu regardes l'année dernière où les 2 finales européennes mettent 4 clubs anglais, c'est sûr que dans d'autres pays, on s'est dit, c'est certainement pas ce qu'il y a. Mais s'il n'y avait pas cette règle-là, pas mettre l'argent forcément quel duel tu voudrais voir en ronde des 16? Je sais pas, moi, même un Real Barça ou quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est quand même dans le fond, que ça reste plus pur comme compétition plutôt que tu le manipules. Exactement, parce qu'il faut vraiment comprendre l'idée que, par exemple, avec 4 clubs anglais, ils peuvent pas se rencontrer. Donc ça fait déjà 4 clubs qui sont éliminés. Donc comme toi, tu peux pas rencontrer le même ils peuvent pas rencontrer un club de leur groupe. Donc ils ont déjà 5 clubs qui peuvent pas affronter. Donc en termes de probabilité, et ils doivent affronter un deuxième. Donc en termes dans le fond, toi, là, t'es exactement comme ma belle famille, ok? Je vais t'expliquer quelque chose avec ma petite tranche de vie. Toi, tu veux des surprises. C'est ça que tu veux, puis tu veux que les surprises arrivent du champ gauche. Nous, dans la famille, on fait des échanges de cadeaux. Puis moi, je le sais ce que je veux. Je veux des mouchoirs de poche. Fait que j'ai donné 4 choix différents de 4 mouchoirs de poche parce que c'est ça que je veux. Puis là, j'ai le beau-frère qui m'envoie un email puis qui dit, fait que dans le fond, tu veux un mouchoir de poche? C'est exactement ça. Je pense que mon beau-frère est un peu comme toi. Il dit, ça te tentait pas de nous laisser un petit peu de côté créatif, côté surprise? Ben non. Moi, je le sais ce que je veux. Je veux un mouchoir de poche. Puis c'est plate quand on commence à avoir les probabilités de se dire, en fait, c'est ce club-là et ce club-là qu'on va rencontrer et qu'on rencontre un qui est pire. Là, c'est encore plus plate. Mais t'as la main des 16 à passer. Mais je pense que tu seras pas fâchant en quart de finale parce qu'à ce moment-là, tiens, on sait pas ce qui arrive. Il y a peut-être les boules qui sont un petit peu plus chaudes des fois puis qui font en sorte que... Un vrai classique européen, un petit Real Bayern. Ouais, ce serait magnifique. Je pense que le Real est le gros épouvantail du chapeau 2. On a Chelsea, peut-être que je pense pas qu'il y a beaucoup qui veulent non plus les rencontrer. Ensuite, c'est quand même assez favorable. Dortmund aussi, quand même. C'est ça. Ouais. Après, Tottenham. Tottenham-Barcelone, retour de Mourinho au Camp Nou. Oui, c'est très beau. Ça. Tottenham Real. Real, à la limite, là, plus tard, à un certain point dans la compétition. Non, je pense qu'ils sont les deux dans le chapeau. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un certain point dans la compétition, Mourinho, n'importe où, quand il rentre à la maison. Exactement. Mourinho a pas mal de place. Tottenham-Manchester. Ah non, c'est vrai. Non, Vladimir, maintenant, c'est une pointe envers moi-même, donc je me la permets sans aucun problème. Luc Shaw a dit bon retour à Lukaku tantôt sur Twitter, et c'est assez drôle. Vladimir, maintenant, j'ai remarqué que RDS allait diffuser la Coupe du monde des clubs. Quelle équipe ou quel joueur faut-il surveiller? Ben, c'est vrai que Vladimir a commencé par samedi matin. On va présenter 2 matchs. Il y a évidemment Liverpool qui est là. C'est probablement, Jean, l'équipe qu'on va surveiller avec le plus d'attention parce que c'est celle que les gens connaissent c'est la plus connue. Mais là, ça va être intéressant de voir comment Jürgen Klopp gère ça parce que tu nous en parlais la semaine dernière. Tu joues sur 2 tableaux, mais pas 2 tableaux comme c'est le cas avec un match de Champions League le mercredi et un match de Premier League le samedi. C'est 2 tableaux où tu envoies une gang avec des chandails rouges d'un côté sur un continent, puis l'autre gang avec le kit blanc de l'autre côté sur un autre continent en même temps. En même temps.
C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il n'y a pas eu d'accord possible, donc ils sont obligés de jouer un match de Coupe de la Ligue dans les 24 heures de leur premier match de demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas eu d'arrangement et donc il est obligé effectivement de casser son groupe en deux et en fait d'envoyer 2 groupes sur 2 matchs différents, sachant qu'il y a très clairement un avantage qui est donné, ou en tout cas une préférence qui est donnée à la Coupe du Monde des clubs, qui reste pour le prestige comparé à la Coupe de la Ligue, c'est certain. C'est certain, ouais. Et que les gros noms vont être au Qatar. Je veux terminer, les gars, avec une question qui n'était pas à notre plan de match, mais une question qui a fait surface dans une conversation que j'avais avec un collègue cette semaine sur l'identité, puis surtout le profil qu'on devrait avoir comme entraîneur adjoint à Thierry Henry l'an prochain. Est-ce que tu veux quelqu'un qui connaît, encore une fois, comme c'est le cas avec Wilfried Nancy, comme c'est le cas peut-être avec Patrice Bernier, on attend toujours des précisions dans ce cas-là, quelqu'un qui connaît la MLS, ou est-ce qu'au contraire, tu vas aller chercher quelqu'un plus du type mentor, avec une longue feuille de route? Là, je vous donne un exemple, là, mais vous comprenez. Tu sais, Thierry Henry qui réussit à convaincre un gars comme Arsène Wenger de venir lui donner un coup de pouce puis de venir coacher ici avec lui parce que ce que Wenger veut faire, c'est donner la chance à un de ses poulains de siphonner son expérience à lui, son savoir. Vous vous attendez à quel genre de personne qui va débarquer comme adjoint? Puis j'avais pas de réponse à ça personnellement sur le coup parce que je m'étais même pas posé cette question-là. C'est vrai que ça devient intéressant. Effectivement, moi non plus, je me suis pas posé cette question. Oui, il y a des whiz kids qui ont peut-être 30, 32, 33, qui ont un savoir tellement particulier sur la méthodologie d'entraînement, chose que Thierry Henry n'a pas comme bagage, lui, personnellement. Il l'a vécu comme joueur, mais tu vas chercher quoi comme adjoint? Alors déjà, j'irai jamais pas chercher un adjoint dont on pourrait penser qu'il peut coacher le club. Ça, c'est éventuellement. Tu veux dire que ce doute-là existe? C'est ça. Donc, malgré, je comprends l'idée d'un Wenger, c'est excellent même, mais non, j'irai pas chercher quelqu'un où on pourrait se faire cette projection-là. Non quelqu'un qui entre guillemets MLS, parce que j'estime que d'une part pour Wilfried et Pat, c'est aussi leur rôle, donc comme la connaissance du club et de la ligue. Donc, j'aime bien l'idée d'un Whiskey ou d'un homme de l'ombre, un espèce de Jean-Louis Gasset, là, de Laurent Blanc, quelqu'un qui est capable de structurer des entraînements comme il faut, mais toujours dans le concept de binôme et non pas dans une espèce de la situation qu'on a en Espagne où le sélectionneur voulait être calife à la place du calife. Là, donc ça, c'est ça. Ouais, moi, j'aime bien ton idée. J'aime bien ton idée de laquelle? J'en ai plein des idées. Non, celle de parlons de football. Ouais. D'un gars qui arrive avec des idées qui bouillonnent. Tu sais quoi? Tu parles de ça, de Whiskey qui a tactiquement, qui a des idées à qui je pensais. Marc Dos Santos, il y a quelques années. Ouais. Ou José Mourinho au début. José Mourinho a quand été il est arrivé traducteur à l'époque. De Porto, d'avant Porto, effectivement. Non, mais quand il était au Barça avec Van Gaal. Et Robson. Exactement, avec Robson. C'était ce genre de gars-là. Imaginez, là, avec le recul, et je comprends qu'il n'est pas parfait, José Mourinho, puis on ne reviendra pas sur ce qu'on a dit il y a quelques semaines pour son passage à Tottenham, mais imaginez à cette époque-là, ton traducteur a cette qualité-là qui est capable de t'apporter sur la réflexion que tu portes sur ton équipe. Ça, j'ai hâte de voir ça va être qui la personne et surtout quel genre de profil Thierry Henry va vouloir amener dans son staff. C'est que la chance est là d'avoir une équipe qui semble un groupe de dirigeants qui semble jeune, dynamique, tiré dans le même sens. C'est le moment de faire rentrer, à mon avis, comme justement des gars et puis de créer une sorte de flamme. C'est le moment d'aller chercher exactement le contraire. Puis de t'assurer que tu as un petit peu, exactement, que tu as un petit peu d'expérience. Mais, Sid, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça prend quelqu'un qui dit clairement, la job, elle m'intéresse pas. Moi, je suis là au service de... bref, ça va être à surveiller au cours des prochaines semaines. Messieurs, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez continuer de nous poser vos questions tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. Consommez le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur les applications RDS et iHeartRadio.